J'ouvre enfin les yeux. Quelle horreur! Le clown est allongé dans mon lit et me fixe. Je sors du lit. Depuis quand êtes-vous là? Comment vous êtes rentré? Comment vous savez où j'habite? Comment? Je me mets à trembler. Il sort du lit et vient vers moi. Je tente de fuir, mais à peine ai-je tourné le dos qu'il est devant moi, bloquant l'embrasure de la porte. Il est entièrement nu. Son torse est maigre et imberbe. Il a des jambes plus arquées que les cavaliers professionnels. Il se tient courbé. Ces détails ne m'avaient pourtant pas choqué lorsqu'il était habillé. Son pénis est toujours en érection. Par la suite, j'apprendrai que c'est constamment le cas. Tu me poses plein de questions et tu te barres comme ça? C'est pas très poli, dit-il dans un rire dément. Tandis qu'il me porte sur mon lit, il me susurre. Toi et moi, on est liés maintenant. Je resterai avec toi pour toujours. Son horrible sourire s'agrandit. Mais rassure-toi, je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Quand il a fini, il me serre dans ses bras. Au matin, je ne sens plus le poids de sa main sur mon corps. Je me retourne, il a disparu. Pourtant, je faisais face à la porte et je n'ai pas vu quitter la pièce. La fenêtre est encore fermée. Il est impossible qu'il soit sorti par un moyen humain. Je téléphone à ma meilleure amie, je lui raconte tout. Elle est horrifiée et me propose de venir chez elle, en parler tranquillement et éventuellement y passer la nuit. Je prends quelques affaires avant de me rendre chez elle à l'autre bout de la ville. Je suis à peine entrée que je fonds en larmes. Je lui raconte tout, depuis le musée jusqu'à ce matin. Elle me dit qu'il s'agit probablement d'une hallucination due au viol que j'ai subi au musée. J'avoue ne plus savoir que penser. Les sensations physiques que j'ai lorsque l'être difforme me touche ont pourtant l'air bien réelles. Sans que je me rende compte, le soir est tombé. Nathalie, mon amie, et moi regardons des séries médicales depuis plusieurs heures. L'absence de l'être qui me poursuit de ses ardeurs me rassure. Soit il ne sait pas où je me trouve, soit c'est vraiment une création de mon esprit. La présence de Nathalie me rassurait. Ça faisait du bien de ne pas se sentir seule. Prise d'une envie pressante, je me rends aux toilettes. À peine ai-je fermé la porte que le clown apparaît. J'essaye de l'ignorer et de faire comme si je ne le voyais pas. Après tout, il n'est pas réel. Je t'avais dit qu'on était liés, que je te retrouverais toujours. Je tourne la tête en faisant mine de ne pas l'entendre. Tu m'ignores? C'est pas gentil ça! Il m'attrape par le menton et m'oblige à le regarder. Tu m'en veux de ne pas être venu te voir devant ton ami? Et je suis pudique, moi, ajouta-t-il en glissant sa main sur mon sexe. Je me mets à crier. Nathalie arrive en trompe dans la pièce. Je suis seule à nouveau. Elle me regarde. Je lis la peur sur son visage. Je comprends vite que ce n'est pas la situation qui l'effraie, mais moi. Je vois dans son regard qu'elle me croit folle. Nous retournons devant la télévision. L'ambiance est maintenant tendue et silencieuse. Il est à présent 1h du matin. Ma copine annonce qu'elle va dormir. Je la supplie pour qu'elle passe la nuit avec moi. Suite à mon insistance, elle va chercher ses affaires et s'installe sur le divan. Moi, je m'installe dans un sac de couchage à même le sol. Je n'arrive pas à dormir. J'ai peur. Je n'ose pas ouvrir les yeux. Je le sens. Il est là. Il imite le son de bisous.
avant de venir se coller à moi. Il m'embrasse et m'enlace, avant de glisser ses mains sur tout mon corps. Je ne dis rien. J'ai compris que si je parle, il retournera dans l'ombre dont il est issu. Et de nouveau, je verrai ce regard d'incompréhension et de terreur sur le visage de Nathalie. Je ne veux pas perdre mon ami. Pendant que nous déjeunons, mon téléphone sonne. Il s'agit des résultats des prélèvements de la nuit de l'agression. On me dit que ça n'a rien donné. L'échantillon a dû être contaminé car aucune correspondance n'a pu être établie. L'ADN retrouvé dans le sperme n'avait rien en commun avec la semence humaine. Putain, le cauchemar continue, mais c'est quoi ce truc? Tous les soirs, il est là, peu importe où je me trouve. Si je suis seule, ne fût-ce qu'un instant, il vient. Si je reste seule uniquement quelques secondes, il se contente de se montrer pour me rappeler qu'il est toujours là. Mes nuits au musée deviennent stressantes. Pendant mes rondes, il me suit dans tous les angles morts. Cela devient une routine. Jusqu'au jour où, épuisée, je fais un malaise. Je me réveille à l'hôpital. On me dit que j'ai dormi pendant 1 jour et demi. Le médecin me fait un certificat d'1 mois, pendant lequel je dois me reposer. Il me conseille également de changer de métier. Que, apparemment, les emplois de nuit ne me conviennent pas. 1 mois à supporter les assauts, les caresses et les réflexions sexistes de ce taré de clown. Quand il ne veut pas me monter dessus, il faut qu'il me touche, me fait des remarques salaces sur mon physique. Il exige que je ne porte rien en sa présence. Il me suit et me colle, peu importe où je me trouve entre le coucher et le lever du soleil. À force, je finis par m'habituer à lui. Il devient une routine. Il prend ce qu'il veut, puis il me tient contre lui jusqu'au matin. Si je regarde un film, j'ai droit à un bras autour de l'épaule et une main qui me caresse le pubis. Si j'essaie de dormir, j'ai droit à une main qui me palpe le sein, son pénis droit comme œil dans mon dos, et ses autres doigts sur mon sexe. Je reprends enfin le travail. Il me suit toujours, me faisant des signes, envoyant des bisous, mimant des mouvements obscènes. Comme d'habitude, il apparaît dans les angles morts des caméras. 15 jours après mon retour, mon chef me fait parvenir mon C4. Raison évoquée, le musée n'a pas les moyens de payer le salaire de tous les employés. Mais, au fond, je sais que c'est à cause de mes 2 problèmes au boulot. Mon boss me prend pour une fouteuse de merde qui cherche un moyen d'avoir des indemnités au détour de l'établissement. La journée, je cherche un nouveau job, ou une formation qui me permettrait d'en trouver un. Je vais parfois voir Nathalie, mais elle n'agit plus de la même façon depuis que j'y ai passé la nuit. Pourtant, je m'efforce de parler de choses banales. La nuit, je les passe dans les bras du clown. Quand je le touche, un frisson de dégoût me parcourt les chines. Son dos courbé a une peau plissée comme celle d'un Shar-Pei. Et je pourrais compter de mes doigts chacune de ses vertèbres tant elles sont apparentes. Bien qu'il demeure très vulgaire, il me parle de lui et d'autre chose que du sexe. Il me parle de ce qu'il aime, d'autres, notamment des films. Il voudrait un jour que j'aille au cinéma avec lui pour une séance en soirée. J'acquiesce, j'apprécie cette facette de son caractère. Il est moins monstrueux qu'avant. Oui, je sais. Vous allez me dire que c'est le syndrome de Stockholm. Mais non, non. Je vous assure que non. Je ne suis pas séquestrée. Je fais ce que je veux toute la journée jusqu'au coucher du soleil. Et il m'apprend également à être un descendant du dieu Pan, le satyre, d'où sa vigueur sexuelle. Il ne connaît plus son âge depuis longtemps. Le temps passe. Je m'adapte à mon nouveau style de vie. Je trouve un patron qui accepte de me former pour être employé de bureau dans son entreprise.
Le salaire est correct. Pour fêter ça, j'emmène Jules. Oui, c'est le nom que je lui donne. C'est plus facile pour lui parler. Au cinéma, comme il m'avait demandé de le faire. Pendant tout le film, il me serre fermement contre lui, une main sur mon épaule et l'autre sur ma cuisse. Je passe un meilleur moment que prévu. Et vais jusqu'à poser ma tête sur son épaule. Geste accueilli par un immense sourire de sa part. Les mois passent. J'étais tellement accaparée par mon emploi, mon envie de reconstruire une amitié forte avec Nathalie et mes nuits avec cet étrange amant, que je viens seulement de remarquer un retard considérable dans mes menstruations. Je prends donc rendez-vous pour une prise de sang qui s'avère positive. Je suis enceinte. Enceinte de Jules. De ce clown étrange et difforme. Je prends peur. L'accepter dans ma vie est une chose, mais porter un enfant de cet être, c'en est une autre. Il est hors de question que je prenne le risque de mettre au monde une telle engeance. Soudain, je vois le flacon de somnifère qui m'avait été prescrit lors de ma perte de conscience. La bouteille était presque remplie. C'est décidé. Demain matin, lorsque je serai seule, j'avalerai l'entièreté du produit. Je vérifie que Jules est bien parti et que la porte d'entrée est verrouillée. Je m'enferme dans la chambre avec le liquide létal. Je bois, puis je m'allonge. Je me réveille à l'hôpital. Une infirmière est à mes côtés en train de répondre ma tension. Elle me voit ouvrir les yeux et dit « Enfin, vous vous réveillez. Vous avez eu de la chance. Ce soir, un clown vous a amené aux urgences en disant que vous aviez pris trop de somnifères. Il nous a donné le flacon, ce qui nous a permis de vous traiter plus vite. Vous avez été sauvé de justesse, et l'enfant que vous portez est en pleine forme. Faites attention la prochaine fois, ça pourrait mal se passer. » Elle tourne les talons et quitte la chambre. Je comprends que le soleil est couché quand je vois Jules dans un coin de la pièce. Il me sourit d'un sourire carnassier et me dit juste avant de disparaître « Je sais depuis longtemps que tu es enceinte. Je ne vais pas te laisser tuer mon premier enfant aussi facilement. Je sais tout de toi et je te protégerai toujours. Je t'aime. » Qu'est-ce que je vais faire? Vivre pour toujours avec un clown étrange et sa progéniture? Ou retenter le suicide? Et vous? Que choisiriez-vous?